YouTube. Miaou. Oh, t'es très motivé. Dis, regarde là. Voilà, bonjour YouTube. Elle m'a mis des poils partout. Allez, couscous. Bon, bonjour les enfants. Bonjour YouTube. Bon. Pour la première vidéo, je voulais vous parler de tout ce qui était croyances limitantes et impuissance apprise. Pourquoi je voulais vous parler de ça Déjà, c'est comme ça, c'est moi qui fais les vidéos. Et non, plus sérieusement, parce qu'il faut vraiment qu'on en parle de plus en plus, parce que c'est le fléau qui tue vraiment tous les rêves et toutes les passions des hommes. Tout ce qui tourne autour de l'échec scolaire et toutes ces choses-là, toutes les passions qu'on a mis de côté, tous les rêves qu'on a mis de côté, tout ce qu'on se persuade d'être possible ou pas possible vient de ces croyances limitantes. Toutes ces phrases qu'on a certainement tous entendues, auxquelles on prête même pas attention et qui sont d'une puissance énorme pour notre programmation mentale. Du genre, moi, toi, t'es pas un matheux, ou moi, je suis pas un matheux, je peux pas y arriver, ou j'y arriverai jamais, je pourrais pas, j'habite dans les Alpes. Mais qu'est-ce que t'es con! Tu peux mieux faire, tu dois mieux faire. Ah, c'était nul, c'était bidon, zéro, t'es nul. Garçon, ça pleure pas, c'est pour les filles. Les filles, ça pleure, pas de problème, les garçons, ça pleure pas. Et j'en passe, je pourrais faire une liste énorme de toutes ces phrases à la con, de toutes ces croyances qui sont vraiment très très mauvaises pour nous. Et pour les enfants de 0 à 7 ans, 0 à 10 ans, on va dire, c'est là où toute leur programmation mentale se fait. Donc c'est le pire moment de leur dire qu'ils sont cons, qu'ils sont bêtes, qu'ils n'y arriveront jamais. Que ça donne justement cet échec scolaire et tout ça. Et à force de se répéter ces phrases, ouais, le problème c'est qu'on finit par y croire fermement. Et même le tyran intérieur qui nous dit mais t'es con, mais tu peux pas, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça, et on finit par y croire. En neurosciences, on sait que au plus on travaille une tâche, un exercice ou quoi que ce soit de manière répétée, comme un muscle qui grossit quand on fait de l'exercice physique, quand on prend de la masse, là c'est exactement pareil. Pour le cerveau, c'est exactement pareil. Au plus on travaille quelque chose, au plus les chemins neuronaux qui vont vers cette affirmation s'épaississent. Et on y croit de plus en plus fermement. Comme si les chemins neuronaux c'était des petites rivières, et qu'à chaque affirmation négative ou positive, on rajoutait un petit peu de l'eau à ces rivières, on rajoutait encore un petit peu de courant dans ces rivières qui s'épaississaient de plus en plus. Et au plus ça s'épaissit, au plus on y croit. Et tout ça c'est fait de manière inconsciente, on s'en rend même pas compte. D'ailleurs, il faut le savoir, le cerveau fonctionne à 95% en subconscient, contre 5% en cerveau conscient. Et d'ailleurs, je ferai une petite vidéo là-dessus aussi, parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir pour notre programmation mentale. Donc pour expliquer un petit peu ça et pour l'imager, je vais vous raconter quelques petites histoires et des petites expériences. On a par exemple l'histoire de l'éléphant rose. Certaines personnes disent que c'est une légende, mais c'est dûment vérifié. À l'âge du bronze, le fer, c'était un métal qui était très très précieux et très dur à trouver, autant que nous, voire même plus que nous avec l'or et les diamants. C'est pour ça que les Égyptiens à l'époque, ils faisaient des bateaux démontables, parce que les clous en bronze, c'était pas top. C'était compliqué à faire. Et pareil pour attacher un éléphant. Pour revenir à l'histoire de l'éléphant rose, pour attacher un éléphant, une corde en bronze, vous comprenez bien que c'était très très compliqué à faire. Ou si c'était faisable, mais c'était la merde. Enfin, du coup, les Cormacs, ils avaient compris que la meilleure façon d'attacher l'éléphant, c'était de l'attacher dans sa tête. Donc, quand il était bébé, quand il était gamin, l'éléphant, on lui attachait une petite cordelette à sa jambe, qu'on attachait à un arbre assez résistant pour qu'il ne puisse pas l'arracher. Vraiment une petite cordelette à la con. Et comme il était petit, il ne pouvait pas l'enlever. Mais une fois qu'il grandissait, qu'il devenait adulte, comme il avait imbriqué dans sa tête, qu'il avait intégré dans son conditionnement, dans ses souvenirs, c'est comme vous voulez, il avait intégré qu'il ne pouvait pas la défaire. Donc à partir de là, c'était impossible à défaire. Même si on lui remettait cette même petite cordelette et que l'éléphant fait plusieurs tonnes qui pourrait l'arracher en un seul coup de pied, il n'arrivait pas à la défaire. Et les croyances limitantes qu'on a dans notre cerveau comme ça, il y en a énormément. Un autre exemple, c'est la professeure Charis Nixon, qui a fait un test dans une école. Je vous passerai après quelques petits extraits de ce test. Elle donne à une classe de 30 élèves à peu près 3 anagrammes. Vous savez, les anagrammes, c'est le truc comme dans des chiffres et des lettres. On vous met plein de lettres dans le désordre et vous devez les remettre dans l'ordre et trouver le mot qui va avec. Ou alors dans le Scrabble, vous avez des lettres et vous devez remettre le tout dans l'ordre. Elle demande aux élèves de lever la main, une fois qu'ils ont terminé, de faire les 3 anagrammes. Elle va piéger la partie gauche, il me semble que c'est la partie gauche de la classe,
en leur donnant 3 autres anagrammes. Enfin, du moins, les 2 premiers sont différents et sont absolument impossibles à faire, totalement impossibles à faire. Et le troisième est exactement comme les autres. Il est faisable, et vous verrez, c'est vraiment quelque chose de très très simple. La plupart des élèves le font en 5 minutes chrono. Et les élèves qui sont piégés, comme les 2 premiers sont strictement impossibles à résoudre, et qui voient tous les autres élèves lever la main et dire moi j'ai terminé, l'impuissance apprise prend le dessus. C'est-à-dire qu'ils se sentent débiles, ils se sentent cons. Et ils pensent que, vu que les 2 premiers sont impossibles, le troisième aussi est impossible. Ils sont persuadés qu'ils n'y arriveront jamais. Et ils témoigneront justement après dans la vidéo, ils témoigneront et diront que vraiment pour eux, ils se sentaient débiles, ils se sentaient cons, que c'était absolument impossible. Ils voyaient tous les autres élèves lever la main et se disaient mais moi j'y arrive pas. Enfin c'est pas normal. Mais pour eux le troisième était totalement impossible alors que c'était exactement le même. Leur cerveau il leur disait n'essaie même pas. N'essaie même pas. Ça sert à rien. Tu vois bien que les 2 premiers t'as pas réussi. Donc pourquoi tu réussirais le troisième? C'est impossible. N'essaie même pas. Ils diront après justement qu'ils se sont jamais sentis aussi bêtes. What happened to you during that time? Jory, Felt stupid. you felt stupid? Yeah. Okay. I felt rushed. Felt rushed? Joelle? I was even more confused. You were even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. Frustrated. What happened by the time you got to the 3rd word? Why did you have more of a difficult time with the 3rd word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness. How many have heard of the term before? Let me see your hands. Vous imaginez que l'échec scolaire, ça révèle pas si un enfant il a une déficience cognitive ou si tout simplement lui il pense qu'il est bête. Comme ça m'est déjà arrivé justement à l'école où dans certaines matières, vu qu'il y avait des difficultés et que certaines choses je ne comprenais pas, au fur et à mesure, cette matière, j'étais persuadé que j'étais nul dans cette matière. Et donc par la suite j'essayais même pas, je me disais par exemple la physique, il y a des trucs que je comprends pas, je comprends rien. Et tu t'en persuades. Et à force de penser quelque chose, on finit par le croire. D'où l'intérêt de ne pas dire aux enfants mais t'es bête, mais t'es con, pourquoi t'es un abruti? Et tu sais que pourquoi tu fais ça? C'est quoi ce bordel? Et plutôt lui dire justement, tu sais que t'aurais pu être plus intelligent. Lui donner plein d'exemples où il a été plus intelligent et il en est capable d'être intelligent. Parce qu'un enfant, quand on le traite comme une personne intelligente, il le devient. C'est comme quand on le traite comme un con. Il le devient. Et ça change tout à la programmation mentale. Et pour l'échec scolaire, il faudrait faire des tests dans les salles. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire que c'est un peu compliqué. Il faudrait des tests en IRM pour savoir s'il a une déficience cognitive justement ou si il a l'impression d'être bête. Et là, on pourrait réellement le prouver. À l'heure d'aujourd'hui, avoir une IRM dans une classe, c'est un peu compliqué. Un peu comme il y a 40 ans en arrière, où les premiers PC IBM faisaient la taille des salles de classe qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, on peut mettre des PC absolument dans toutes les écoles, parce qu'ils ne font plus la taille qu'ils faisaient à l'époque. Peut-être que dans l'avenir, les IRM, ce sera pareil. Peut-être, espérons-le pour l'avenir. Ensuite, pour imager ça, l'histoire du marchand arabe. En tant que maghrébin, je me dois de raconter cette histoire, c'est une obligation. C'est un marchand arabe qui avait 2 ânes. Et il marchait de village en village pour vendre des produits, en racheter d'autres, etc. Et un beau jour, il arrive dans un village, enfin un beau jour, une belle nuit, il arrive dans un village et il veut faire sa nuit ici, parce qu'il n'a pas le choix, il veut camper. Mais quand il arrive pour attacher ses ânes, il se rend compte qu'il a perdu une de ses cordes pour attacher son 2e âne. Il se dit putain, comment je vais faire, j'ai qu'une seule corde, putain, je suis un abruti, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un abruti, encore une fois, croyance limitante. Et là, il y a un vieux passant juste à côté, un vieux sage qui passe par ici, et il dit j'ai peut-être une solution pour toi. Le marchand il pensait qu'il allait lui prêter une corde pour pouvoir attacher son âne, mais non, c'était absolument pas ça. Le vieux lui dit écoute, si tu veux, essaye, je sais que ça fonctionne, fais semblant d'attacher ton âne. Tu lui mets une corde imaginaire autour du cou, tu l'attaches avec le 2e âne, et tu verras, ça devrait fonctionner. Et là, le marchand, il se dit, mais il est complètement débile, c'est quoi qu'il me dit faire semblant de l'attacher? Comment tu veux que ça marche? Impossible, enfin, faut pas être con. Le vieux, il lui dit, mais est-ce que tu as une autre solution? Il dit, effectivement, j'ai pas d'autre solution.
Donc là, ça... Ouais, effectivement, donc je vais essayer de suivre ton conseil. Donc il prend, il attache son premier âne à la corde, machin, il attache sur son truc, il attache de manière imaginaire son deuxième âne en pensant que ça ne marchera pas. Et il se dit, bon, ben, je vais aller dormir. Il est un peu inquiet pour ses ânes, mais il n'a pas vraiment le choix. Donc il se dit, je vais aller dormir. Il passe la nuit, et le lendemain matin, il se réveille, et ces deux ânes, surpris, ces deux ânes, ils sont toujours là. Il se dit, putain, merci, merci le vieux sage, il s'est gavé, c'est juste parfait. Donc du coup, il remballe ses affaires, il remballe son campement, il met tout sur ses ânes, et il va pour prendre ses deux ânes, et il va pour avancer. Et là, il reste bloqué. Il comprend pas. Il se dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai détaché mon âne, je comprends pas. Et là, il y a le vieux sage qui était juste à côté, et qui regardait la scène, qui rigolait un petit peu. Et il lui dit, mais est-ce que tu as détaché la corde imaginaire de l'âne? Et il dit, ben non. Pourquoi je le détacherais? Il n'y a pas de corde. Il dit, oui, pour toi, il n'y a pas de corde. Mais pour lui, il y en a une de corde. Donc, à ton avis, pourquoi il n'est pas parti de la nuit? Parce qu'il était persuadé qu'il était attaché. Sinon, il serait parti. Crois-moi, il serait parti. Donc, il fait semblant de détacher la corde imaginaire, et là, il tire l'âne, et miracle, l'âne, il avance. Tout va bien. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est combien de ces cordes imaginaires on a dans la tête? On en a combien? Parce qu'on en a tous. Tous, sans exception. Vous savez, notre cerveau, c'est un petit peu comme un smartphone. Il a des applications, un environnement applicatif qu'elle a depuis sa construction, comme pour nous depuis notre naissance. Quand on est enfant, la première des applications, c'est la peur d'être abandonné. Et chez l'adulte, c'est la peur d'être exclu du groupe. Vous savez, on a testé en imagerie cérébrale fonctionnelle, le rejet du groupe, il active la partie du cerveau qui est associée à la douleur physique. Pourtant, c'est quelque chose de psychologique. Mais la zone du cerveau qui s'active, elle est associée à la douleur physique. Physique. Donc c'est quelque chose de vraiment très très puissant. Imaginons, pour imager ça, imaginons que vous êtes à cheval. Vous tombez du cheval, vous faites une fracture au genou. Un truc vraiment très sale, vous allez à l'hôpital, vous êtes hospitalisé, bon, on arrive à vous soigner, on arrive à vous remettre bien, vous vous remettez sur pied. Quelques mois après, si vous aimez le cheval, vous allez remonter à cheval. Il n'y a absolument pas de problème. Et là, imaginons une autre scène. Vous êtes toujours à cheval. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous annoncer la pire nouvelle de votre vie. Vous avez perdu votre père, vous avez perdu votre mère, vous avez perdu votre enfant. Vraiment, vous choisissez la chose la plus que vous pensez être la plus compliquée à entendre comme nouvelle. Il faut savoir qu'une fois sur deux, voire même plus, il est impossible de remonter à cheval. Parce que la douleur associée, elle est beaucoup trop puissante. Beaucoup trop puissante. On a encore des découvertes dans les programmes de torture de la CIA, par exemple en 1960, par Martin Seligman, où il prend une cage, il met un chien à l'intérieur, une grande cage pour que le chien puisse rentrer, il met un mur au milieu pour que le chien puisse sauter des deux côtés. Qu'est-ce qu'il fait? Il électrocute la partie de la cage où il y a le chien. Le chien sans l'électrocution, il saute de l'autre côté. L'autre côté n'est pas électrocuté, tout va bien. Donc il pousse son test jusqu'au bout, il électrocute l'autre côté de la cage. Le chien sans l'électrocution, il ressaute de l'autre côté. Et il fait ça plusieurs fois. Une fois que le chien a compris qu'à chaque fois qu'il allait de l'autre côté, tout allait bien, c'est parfait. Seligman, bon, c'est torture pour la CIA, donc on va pas s'arrêter là, on va pousser le bouchon un petit peu plus loin, Maurice. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il électrocute les deux côtés de la cage. Donc le chien, il comprend pas. Il saute d'un côté, électrocuté, il saute de l'autre, il est électrocuté, il ressaute de l'autre, il est électrocuté. Et au bout d'un moment, il comprend que quoi qu'il arrive, ben, c'est foutu. Quoi qu'il arrive, c'est foutu. Où qu'il aille, il sera électrocuté. Donc il finit par s'allonger et il accepte son sort. Il finit par accepter son sort. Et le pire dans tout ça, ce qui est juste incroyable, jusqu'où vont les croyances limitantes, comme on peut tout savoir, c'est qu'une fois qu'on lui ouvre la cage, il est persuadé que tout est électrocuté, donc il sort même pas. Il préfère rester allongé en étant électrocuté. Si certains travaillent pour manipuler les gens de cette manière, c'est pour ça que je fais un petit peu ces vidéos, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vous en parle. Parce que rien que le fait de le savoir, ça réduit la possibilité d'y être confronté. Quand on y est confronté, à force, on finit par s'en rendre compte et on décide d'y rentrer volontairement ou pas. Un petit dernier exemple pour la vidéo, sinon il durerait beaucoup trop longtemps, c'est quand on utilise ça pour le marketing. Associer une envie à un désir que l'on ne peut pas avoir. Par exemple, en Afrique, l'un des désirs les plus énormes, c'est avoir un visa, tout simplement, pouvoir sortir de son pays. Et en Afrique, c'est très compliqué, enfin c'est même impossible, sauf si vous êtes enfant de famille riche, ou que vous êtes vous-même riche, ou que vous êtes blindé. Avoir un visa, c'est impossible.
Donc les vicieux marchands de cigarettes, déjà qu'ils sont très bien à tous les niveaux, ils ont créé une marque qui s'appelle Visa. Visa. Une marque de cigarettes qui s'appelle Visa. Les cigarettes Visa, c'est les cigarettes qui marchent le plus en Afrique. Les cigarettes qui marchent le plus en Afrique. Tout ça parce que c'est inconscient. On achète avec les émotions. Même si ça paraît complètement con, mais c'est réellement comme ça que le subconscient fonctionne. Ensuite, on est un petit peu dans le même délire pour les femmes. Pour les femmes, c'est un petit peu plus dans l'oestrogène. Par exemple, pour leur vendre un parfum, Cacharel, ceux qui font pour vendre un parfum, ils vont l'appeler promesse. Bien plus qu'un parfum, une promesse. Et ça, ça paraît débile. Mais l'homme et la femme achètent avec l'émotion. Pourquoi les pubs, on vous vend toujours les choses avec des émotions? Parce que quand on réfléchit avec le cœur, quand on réfléchit avec les émotions, on réfléchit avec 30% de cerveau. Donc du coup, 70% passe à la trappe. Acheter un iPhone à 1200 € et s'endetter toute l'année en sachant qu'on est en galère de sous et qu'on doit nourrir une famille, mais on va manger un petit peu plus de pâtes. Parce que quoi? Il faut que j'ai cet iPhone, il faut que j'ai ce prestige. Tout le monde a un iPhone, pourquoi moi je n'aurais pas un iPhone? Et c'est horrible de voir à quel point on nous manipule pour pouvoir nous vendre des produits. Et donc voilà, c'était pour ça que je voulais vous parler un petit peu des croyances limitantes et de l'impuissance apprise. Bon, je vais arrêter là. Je vais essayer de vous faire une petite série de vidéos autour des croyances limitantes et l'impuissance. Et je voudrais vous parler dans la prochaine vidéo. J'aimerais vous parler dans la prochaine vidéo, en particulier l'expérimentation de la prison de Stanford, qui est juste hallucinante et qui est vraiment impressionnante. Vous allez voir, c'est quelque chose de très très puissant. Et quelques outils pour vous aider à vous en défaire de ces croyances. Puis même comme je disais tout à l'heure, rien que le fait de le savoir, on en sort petit à petit. Et le fait de le savoir, vraiment, quand on y est confronté, on s'en rend compte au fur et à mesure. Je voulais vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je débute à peine, donc toutes les critiques constructives, elles seront très très bonnes à prendre pour plus d'axes d'amélioration. N'hésitez pas à me partager des sujets dont vous aimeriez que je puisse vous faire profiter. Merci beaucoup et à bientôt.